parti ? Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode de Des bières et débats. À chaque fois, on cause cinéma, on essaye de sortir un peu de ce pan-là, mais bon, on y retourne toujours sur toutes nos vidéos, on n'arrive pas à s'en défaire, c'est le sparadrap dans Tintin, on n'arrive pas à... Il s'enlève. Bon. Cette référence ne parlera à personne. Elle ne parlera qu'au plus de 30 ans. Quand il fait comme ça, oui. C'est bon. Bon, bref. Ça commence, ça va être long. On s'était dit 1h30. Hein. C'est parti. Du coup, ce soir, comme je disais, on essaye de sortir un peu du cinéma, mais on va quand même tourner autour. On aborde la question du manga. Des mangas, de l'animation japonaise, de la culture manga et notamment les adaptations, que ce soit au cinéma, en série ou autre. Du coup, je vous propose de commencer. Ça y est, je commence à bouger et à parler avec les mains, ça va être très, très compliqué. Je vous propose de commencer par nous décrire votre rapport au manga. Comment vous avez découvert cette culture-là, par quelle porte d'entrée. Par qui, par quoi, comment, voilà, dites-nous tout. Je commence ? Bon allez, je vais commencer parce que moi ça va sûrement être le plus court. Encore que je suis très fort pour monologuer, donc tout commence à Auch, dans le Gers, non je plaisante. Non en vrai, oui bon de fait. Non sincèrement, alors je suis pas un énorme lecteur de manga, ça c'est ce qu'il faut dire direct. J'en ai lu, en fait, il y en a 2 que j'ai lu entièrement, du début à la fin et plusieurs fois. C'est les classiques de quand on est petit, c'est Dragon Ball d'un côté et Yu-Gi-Oh de l'autre. J'ai été même un grand j'ai été un grand dualiste. Putain de temps, j'ai été un grand dualiste. Bon. Mais passons, et donc je me rappelle... Champion départemental. Non voilà, donc c'est un peu le rapport que j'ai, donc oui, c'est lire des mangas, j'ai passé un peu mon enfance à en lire, vraiment petite enfance, c'est-à-dire vraiment l'école primaire jusqu'au collège, je dirais. Je lisais donc voilà Dragon Ball et Yu-Gi-Oh! Donc ça j'ai vraiment tout lu. J'ai connu quand même ce que c'est que d'aller voilà dans la petite boutique, la petite librairie, attendre que le dernier truc sorte ou attendre voilà que je puisse me l'acheter tout simplement parce qu'à l'époque j'avais un peu d'argent de poche et attendre de pouvoir se le payer. Donc j'ai eu vraiment ce rapport-là. Après la culture que je peux éventuellement avoir du manga ou de façon générale de l'animation japonaise, elle m'est venue en fait beaucoup plus tard et je crois que le premier qui me fait mettre un pied dedans, je pense que c'est quand Joueur du Grenier a commencé à en parler, qu'il avait commencé à faire à montrer, voilà, c'est ça, les hors-séries, pardon, et je me suis rendu compte, putain, mais c'est super riche comme univers, et j'avoue que je sais pas pourquoi, en fait, même après Dragon Ball et Yu-Gi-Oh que j'avais adoré, je sais pas pourquoi j'ai jamais cherché à aller voir plus loin, je me suis jamais dit, tiens, je vais aller lire, à l'époque, tout le monde lisait, One Piece, Naruto, tout ça. Enfin, parmi mes amis en tout cas, certains. Et voilà. Donc du coup, ce sera, durant ce débat, je vais un peu avoir la parole du néophyte, on va dire, en tout cas de celui qui est resté assez loin de ça. On peut le dire comme ça. D'accord. Pour moi aussi, ça va peut-être être un peu court. Le manga, j'y suis venu assez tard, en fait. Principalement parce que quand j'étais petit, j'avais pas le droit de regarder. Non mais c'est vrai, ma mère trouvait. Mais c'était pas tout à fait ça, c'était plus le côté en fait. Ce qui passait à la télé c'était Dragon Ball et Dragon Ball Z même. Et ma mère trouvait ça trop violent. Je ne sais pas pourquoi. Non, pas sur NT1. Il y avait pas NT1 chez moi. Merde. Il y avait pas NT1 chez moi, ça passait sur Antenne Réunion. Voilà. Non. Est-ce que c'est les mêmes voix que nous? Oui, c'était les mêmes voix. Non, c'était pas en créole quand même. Donc j'avais pas le droit de regarder ça. Donc j'y suis venu assez tardivement en fait quand j'ai commencé à pouvoir accéder à des animés et à des mangas par mes propres moyens, c'est-à-dire en fait à partir du moment où j'ai eu un ordinateur et où on a eu la DSL, puisque jusqu'à une très longue période on avait 40 heures d'internet par mois, c'était terrible, voilà. Donc à peu près jusqu'au lycée. Ah oui. Oui. Donc voilà. Tu t'es mis finalement très tard en fait au hentai du coup par rapport. De par le fait. Donc voilà, j'y suis venu assez tard et du coup j'ai un peu découvert d'un coup. Mais un peu en prenant tout ce qui passait parce que j'étais totalement néophyte
Et du coup, j'ai commencé par des trucs assez grand public, mais je me suis jamais mis en fait à des trucs interminables du genre Naruto ou One Piece, parce que clairement, je suis arrivé en cours de route, je me suis dit non, c'est pas la peine quoi. Donc voilà, j'ai plutôt regardé moi à chaque fois j'ai commencé par des animés de une saison, 2 saisons quoi, et puis à force, j'en suis venu à acheter des mangas aussi quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent. Des mangas papier quoi, et c'est là aussi que j'ai découvert qu'il y avait quand même une certaine profondeur, parce que les animes pour la plupart restent quand même très grand public, très accessibles, et dans les mangas il y a quelque chose il y a des trucs un peu plus de niche quelque part, et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus spécialisées quelque part, et qui étaient aussi faites pour moi forcément, parce que j'ai des goûts assez particuliers comme tout le monde. Et donc c'est à partir de là que j'ai découvert ça, et donc que j'ai commencé, voilà, j'en ai lu de plus en plus, etc., jusqu'à aujourd'hui, voilà, avoir quand même une culture, quand même un certain socle, voilà, de culture là-dessus. Donc voilà, c'était à peu près tout. Alors, je vérifie juste le langage. Très bien, du coup, je pense que bon, moi je vais le dire dès le départ. Moi, je suis un gros bouffeur de manga. J'en ai bien dévoré un sacré nombre, et vu pas mal d'animes aussi, mais surtout lu du manga. Et je pense que peut-être que vous l'avez oublié, mais moi, ma première porte d'entrée du manga, c'est Pokémon. Ah ouais. Tout petit, dès la maternelle. Donc moi, j'ai eu une grande facilité avec un ami qui est coréen, mon meilleur ami d'enfance, qui m'a vraiment initié à la culture asiatique, manga, etc. Et dès la maternelle, avant même que Pokémon sorte à la télé, il m'en parlait, il me disait tu vas voir, il y a une nouvelle série animée qui va sortir bientôt. Et puis après, on l'a redécouvert par les jeux. Donc c'est tout con, mais c'est dès peut-être mes 3-4 ans que j'ai commencé à entrer là-dedans. Et puis après, petit à petit, à partir de l'école primaire, je me suis mis à lire, bon, comme tout le monde, on est passé par là, Dragon Ball. Et puis dès que j'ai fini Dragon Ball, je me suis dit mais j'aime trop ça, il faut que je découvre de nouvelles choses. Et je me suis mis à lire des mangas un peu mainstream. Et puis quand j'en avais ma claque, que je me suis mis à découvrir encore, à chercher plus loin. Voilà, j'ai vraiment cherché d'autres choses qui étaient pas trop connues. J'avais envie de vraiment aller plus loin, donc je me suis mis à lire de manière légale ou illégale, et notamment, bon, on en a déjà parlé, à partir du collège lycée, je me suis mis à, parce que peut-être pour un certain nombre d'entre vous, vous lisez des mangas sur internet qui sortent régulièrement, un chapitre chaque semaine, etc. Et en fait, à partir du collège-lycée, je me suis mis à travailler de manière totalement illégale dans des réseaux de traduction. Est-ce qu'il y a prescription? Dans des réseaux de traduction sur internet, et ça a été voilà, une partie de mes années collège-lycée où je faisais que ça. Enfin, Il était mineur au moment des faits, c'est bon. Je rentrais du collège, je rentrais du lycée, je me mettais à traduire, à essayer de trouver des nouvelles œuvres qui n'étaient pas encore traduites sur internet, etc., etc. Donc voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps là-dedans. Et après, je m'en suis un peu détaché, et pendant quelques années, j'ai très peu lu, et là je me suis mis à nouveau depuis 2-3 ans à revenir aux sources, redécouvrir de nouvelles œuvres, et puis même en lire que j'avais déjà lu auparavant avec un autre regard. Et voilà pour ma part. Enfin, grand amoureux de la culture asiatique, voilà. Et puis après, je parle pas non plus d'animation japonaise, où là j'en ai bouffé depuis tout petit. Mon Miyazaki a jamais dans mon cœur. S'il te plaît, ne meurs pas, mec. Tiens bon, fais encore des films. Voilà. Bah, et après, il a formé des gens derrière. Il va pas mourir de tout ça virtuellement. Il est immortel. C'est beau. Non mais c'est vrai. Enfin, mais du coup, pourquoi tu me tends le micro? Parce que c'est plutôt à vous d'animer cette émission. Je suis un touriste. Voilà, qu'on soit clair, je suis un touriste. Je vais vous écouter parler. C'est toi qui animais ce soir. Ah oui, tout à fait. Non, mais j'aurais 2-3 choses à dire, effectivement, notamment sur les adaptations cinématographiques, où je me sentirais plus à l'aise de discuter. Du coup, on va commencer avec la première question. On commence en douceur. Globalement, pas nécessairement une adaptation de manga, mais selon vous, qu'est-ce qui fait la qualité d'une adaptation ? C'est quoi une bonne adaptation ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une adaptation d'une œuvre à l'écran ou autre
est réussi, pourquoi, comment, etc. Tu veux commencer ? Peut-être, ouais. Alors, c'est une vaste question, et je pense que chacun aura une réponse assez différente, parce je pense qu'on cherche pas tous la même chose dans une adaptation. Ça va être très personnel, du coup, ce que je vais dire, mais pour moi, une bonne adaptation, c'est une adaptation qui a compris l'œuvre originale. Je dis pas qu'elle doit être hyper fidèle, je dis pas qu'elle doit être... qu'elle doit suivre plan par plan, comme si le manga original était un storyboard, pour refaire le film, par exemple. Mais je pense qu'il y a quand même une question d'avoir compris le message de l'œuvre originale, d'avoir compris ce qui en faisait le sel, et d'arriver à transposer ça sur l'écran. Alors là, on parle dans le sens, donc du coup, par exemple, manga vers un OAV, ou vers un animé, ou vers un film, mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. Enfin, d'un côté, j'ai envie de dire, quand on fait des mangas à partir d'un produit animé ou d'un film, en général, c'est juste du copier-coller quasiment. Enfin, il n'y a pas de prise de risque à ce niveau-là, contrairement à dans l'autre sens. Donc, je pense voilà, que c'est avant tout quelque chose qui a compris l'œuvre originale et qui arrive soit à la transcender quelque part, c'est-à-dire à rajouter même des choses, parce que le réalisateur, par exemple, va avoir un petit message à ajouter, une petite variante à ajouter, soit qui arrive à bien passer le message de l'œuvre originale, tout simplement, ça peut être très bien aussi, mais du coup il faut l'avoir compris auparavant. Donc voilà, pour moi il y a vraiment cette idée d'avoir compris l'œuvre originale, et là où se plantent beaucoup d'adaptations, c'est qu'elles n'ont pas compris ce qui faisait le sel d'un manga, quelle était la morale de l'histoire, pourquoi on s'attachait au personnage, pourquoi cette histoire devait être présentée de telle manière pour toucher émotivement le spectateur. Pour moi, c'est ces choses-là qu'une bonne adaptation doit arriver à capter et à retransmettre. Voilà. Donc en gros, si je comprends bien, pour toi, ce qui fait la qualité d'une adaptation, c'est vraiment la compréhension de l'œuvre et ce qu'on en tire et ce qu'on retransmet. Donc je suis totalement d'accord avec toi. On peut en avoir un peu plus critique aussi, oui, c'est ce que je veux dire. Il peut y avoir quelque part un certain travestissement du message. Parce que par exemple le réalisateur va pas être d'accord, donc il va modifier un peu le message ou quoi. Voilà, pour rebondir avec ce que disait Antonin, donc moi je te rejoins tout à fait sur le point de vue que t'as. Je rajouterais aussi que pour moi une bonne adaptation, c'est aussi une adaptation qui comprend le langage au sens narration. Voilà, selon le médium qu'on va utiliser, que ce soit un livre, une BD, un film, un jeu vidéo même, il y a une narration qui est propre à chaque médium. Ouais. Alors d'ailleurs, juste, je te redonne la parole après. Ça me fait penser justement que il y a ce côté-là, et ça me fait penser immédiatement à Le Maître du Haut Château, où quand tu lis le livre, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des écrits qui sont alors faut avoir peut-être vu la série. Je sais pas si vous avez vu la série. En gros, dans la série, ce sont des pièces de film, en fait, des bobines qu'elle trouve, et parce que c'est dans un monde où les nazis ont gagné la guerre, en gros, et donc elle trouve des bobines, l'héroïne principale trouve des bobines, enfin il y a toute une histoire là-dessus, qui montre un monde alternatif, en fait, en gros. Et si je me trompe pas, dans le bouquin, que je n'ai pas lu, mais il me semble que j'avais lu ça quelque part, c'est pas des bobines, c'est des écrits, en fait. Et du coup, il y a ce travestissement-là, tu vois, qui passe, tu changes de médium, tu changes un peu, mais la portée est cohérente, tu vois, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc par exemple, il y a vraiment, il y a une narration qui est propre, et il y a des choses qui passent dans un roman, qui passent dans un manga, qui passent dans une BD, mais au cinéma, on peut pas copier-coller tel quel la façon dont ça a été écrit, la façon dont ça a été dessiné, tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment cet élément important. Faut comprendre l'œuvre, bien la transposer avec la narration qui est propre à l'œuvre qu'on adapte. Et surtout, voilà, moi je te rejoins complètement sur le fait de transcender. Vraiment, une adaptation, c'est pas un copier-coller, c'est pas je copie tel quel et je suis fidèle. Pour moi, une bonne adaptation, c'est pas forcément une œuvre qui est fidèle à l'œuvre originale. C'est une œuvre qui va aller au-delà, qui va proposer de nouvelles choses, qui va même changer
l'œuvre en elle-même. Mais je crois même que si on prend la racine du mot, le fait de s'adapter, c'est de changer, quoi. C'est évoluer d'une certaine manière. Et là, pour le coup, on citera des exemples plus tard, mais voilà, les adaptations qui ont su s'adapter, changer, s'inspirer d'une œuvre pour écrire quelque chose de totalement différent, mais quand même, on sent la patte. Blade Runner, par exemple, typiquement, ne reprend pas du tout énormément d'éléments du bouquin, et pourtant, il crée autre chose, il propose une autre histoire. Et pour moi, c'est vraiment une excellente adaptation. Mais justement, alors du coup, si on est d'accord qu'une bonne adaptation peut prendre des libertés qui sont légitimes pour pouvoir s'emparer du nouveau médium, du coup, on est tous d'accord pour dire que Dragon Ball Evolution est un chef-d'œuvre du cinéma. On est d'accord que c'est un... Non mais justement, si je peux... Ça n'a tellement rien à voir avec Dragon Ball. Non mais c'est ça, non mais voilà, pour 2 minutes pour reprendre à la fois ce que toi tu as dit et ce que toi tu as dit, tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir capté le sel de ce qui fait le sel de l'œuvre d'origine et de savoir la transposer, mais c'est pas faire un copier-coller, c'est reprendre cette même substance et savoir l'adapter au nouveau médium. Alors effectivement, Dragon Ball Evolution est un ratage complet, enfin complet pour le coup, clairement c'est des gens qui n'ont rien compris à l'œuvre d'origine. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde. Non, ils ont clairement rien compris à l'œuvre d'origine, je pense. Et c'est ça, en fait, c'est un peu ça que j'avais envie de... En 2 minutes, je voulais, tu parlais d'exemple, je voulais juste citer Alita Battle Angel qu'on a vu ensemble, que pour ma part j'ai trouvé pas bonne adaptation, je suis pas capable de juger l'œuvre d'origine, mais un bon film en soi. Déjà, on parlera après d'adaptation clairement et dire est-ce que c'était bien. Je sais pas si vous avez vu les OAV ou en tout cas le manga d'origine. Mais tu nous diras ce que t'en penses. Mais justement, c'est intéressant d'avoir ton avis juste après. Moi, en tant que film et en tant que non connaisseur de l'œuvre d'origine, alors moi j'étais un peu plus mitigé par rapport à des questions de rythme qui sont, je pense, dues au fait qu'on pouvait pas supprimer le jeu dont j'ai oublié le nom. Voilà, on pouvait pas supprimer ça, mais je pense que des fois il s'y attarde un peu trop, mais peu importe, je vais pas faire une critique là tout de suite. La différence, je pense, et c'est ça qui différencie le fait que Dragon Ball Evolution soit à chier et que Alita Battle Angel reste un bon film, c'est que c'est les intentions de base au départ qui sont absolument pas les mêmes. Quand tu prends les mecs qui ont fait Dragon Ball Evolution, ils en avaient rien à foutre, ils ont voulu capitaliser sur un truc qui plaisait aux jeunes. Ils se sont dit voilà, on va vous foutre votre tortue géniale dans le cul, allez, alors il y a tout le monde ou pas? Je supprimerai cette insulte. Mais je ne l'assume pas, j'en suis désolé, mais voilà. En gros, les mecs, ils ont voulu faire un truc comme ça, tout mettre dedans et le passer à la moulinette de l'hollywoodisme et vraiment essayer de faire quelque chose comme ça, et c'est ridicule. Pourtant, Battle Angel, je trouve que ça fonctionne à peu près bien parce que, déjà, d'une part, t'as James Cameron qui a écrit et qui a produit la chose, et James Cameron, attends, le mec, il a pondu Terminator en 84, et l'auteur, donc j'ai oublié son nom, je m'étais noté, je l'ai par là, l'auteur donc du... ouais. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai oublié son nom, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, je l'afficherai. Je crois que c'est ça. Ouais, il me semble. Mais toujours est-il que lui, il a écrit ça en 90. Il faut pas oublier que en 84, James Cameron sort Terminator. En 86, il sort Aliens, donc qui parle aussi quand même, enfin la façon, bon, peu importe, je vais pas recommencer à parler d'Aliens maintenant. Aliens avec tout, quand même, il y a Sigourney Weaver, donc une femme forte, l'image d'une femme forte et qui, notamment à la fin d'Aliens, attention spoiler, qui littéralement c'est un combat de mecha, la fin d'Aliens. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est un combat de mecha contre un kaiju, on dirait. Donc je trouve qu'il y a vraiment ça, ce truc-là. Et donc lui, il écrit ça en 90, et juste après 90, il y a Terminator 2 qui sort, et je pense que ce truc-là, c'est pas un hasard. Et ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, pourquoi l'adaptation fonctionne? Parce que on a en fait, souvent, c'est quand c'est circulaire, c'est-à-dire que le mec s'inspire d'une œuvre pour créer quelque chose, et en fait celui qui derrière va créer l'adaptation et en fait a été à l'origine des inspirations. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de quelque chose d'assez cyclique, et c'est logique parce qu'on voit vraiment que Cameron ne fait pas ça parce que de façon cynique, il le fait parce qu'il a l'air d'aimer le matériau d'origine. Rodriguez, pareil, il arrête pas de dire qu'il est allé plein de fois au Japon, qu'il a connu Cowboy Bebop 10 ans avant tout le monde, etc. Enfin, il est vraiment fan de manga, et on sent que ces gens-là, attention, ça reste de l'Hollywood, etc., de la grosse machine à faire des entrées, on est d'accord. Mais la différence avec Dragon Ball Evolution, qui était calibrée pareil pour faire des grosses entrées, c'est c'est que Alita, c'est pas fait avec des mauvaises raisons. C'est fait avec des bonnes intentions derrière, avec des gens qui ont compris le matériau d'origine, et des gens qui ont juste voulu essayer de ménager la chèvre et le chou, et oui, j'ai utilisé cette expression, en faisant
à la fois un film hollywoodien qui va faire rentrer des gens en salle et à la fois essayer de faire quelque chose de respectueux à l'œuvre qu'ils ont aimé vraisemblablement. Je rajouterai juste quelque chose. Alors, moi j'ai apprécié le film. J'ai trouvé que c'était même à part entière un bon film. Une bonne adaptation, oui et non. Encore, je suis quand même, je suis plein d'espoir parce que quand je vois qu'ils arrivent à sortir quelque chose comme ça, je me dis, ça y est, ils commencent à comprendre. Ils vont être capables petit à petit de faire des adaptations grand public parce que là, pour le coup, on est vraiment sur du grand public. Parce que moi, ce qui m'a le plus dérangé, j'ai passé un très bon moment, mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que le manga est, voilà, d'une part est plus violent, mais et surtout il est plus sale. C'est vraiment crade. C'est vraiment tu vois, tu le sens pas le côté décharge dans le film. C'est tout lumineux, c'est joli. Tu le vois une fois, mais c'est tout lumineux, c'est joli. C'est pas une tâche. Voilà, c'est propre. Juste sur ce point-là, moi je me dis, il faut. Et après, je te relaisse savoir tout de suite. Mais en fait, sur ce point-là, et là, je vais pas trancher. Je ne sais pas ce qu'il faut répondre. Mais sur ce point-là, on peut se poser une question. Qu'est-ce que vous auriez préféré ? Est-ce que il faut essayer de sortir cette œuvre-là, montrer ce que c'est que cet univers-là, en sachant que derrière, des producteurs, comme c'est risqué, entre guillemets, ils vont se dire, ben non, il faut faire du PG machin, enfin 13 ou même moins, pour essayer de le montrer à tout le monde, tu vois. Et du coup, effectivement, renier sur la violence et tout ça. Attends. Alors, j'ai envie de dépasser dialectiquement la chose. Mais non, mais c'est vrai, j'aimerais un vrai truc. Non, c'est que je l'ai revu une deuxième fois à Lita, avec un ami qui m'a dit, parce que je lui faisais cette remarque justement en sortant de la salle. Tu l'as lu le manga, toi ? C'est pour ça que tu comparativement. Non, j'ai vu de l'OAV. Ouais, qui traduit assez bien le manga. Qui est quand même un peu plus sale, hein, Je l'ai pas vu, moi, que le film. Et il me disait, vu comment ils ont filmé le film, ça m'étonnerait pas que quand ils sortent en DVD, il y ait une version un peu plus sale où ils remplacent le sang bleu par du vrai sang ou un truc comme ça. C'est pas faux, c'est fait souvent. Ça. Et alors j'y avais pas pensé, mais c'est possible. Et à ce moment-là, ça ferait un bon compromis quelque part, tu vois. Enfin... C'est pas con parce qu'effectivement, moi, il y a des scènes où je me dis bon, voilà, ils filment le truc hors champ. Le chien. Et puis parfois, c'est la scène ouais, du chien. Le chien, mais aussi quand elle défonce la nana qui a les dents, Édouard Robin d'Argent version féminin, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Quand elle la défonce, il y a des plans que tu vois pas et d'autres où tu vois quand même son visage qui est complètement crucifié sur le mur, tout dégoulinant, mais un peu flash, tu vois. C'est ça. Et ça m'étonnerait pas, effectivement. Je trouve la remarque très pertinente qu'ils sortent une version longue, un peu plus crado. Et là, pour le coup, c'est pas qu'on veut voir de la violence, c'est que Ganmu, c'est un univers qui est sale, qui est violent, qui est vraiment crado, et c'est vrai que moi, ce qui m'a gêné, c'est de pas retrouver ça, d'avoir un truc un peu trop, c'est marrant, je me balade avec mon copain, c'est un peu niais, quoi. Ça m'a rappelé un petit peu, merde, comment il s'appelle le film de Luc Besson, là, Valériane et Lorelai. Voilà, leur histoire un peu à la con. Ils l'ont dégagé parce que c'est vrai. C'est vrai qu'ils l'ont dégagé. Ça m'a rappelé un peu ça, voilà, une histoire d'amour un peu niaiseuse, alors que dans le après c'est normal, dans le manga t'as plus le temps de présenter tes personnages, de présenter l'univers. Là ils ont essayé de faire un condensé de plusieurs tomes mais voilà, comme je dis, un film. Est-ce que quand même ce qui vous est proposé, dites-vous que plein de gens ne connaissent rien, oui. Là, tu vois, ils voient ça, quoi. Là où c'est gênant quelque part, c'est que cette violence-là, crue quelque part, elle sert à faire passer émotivement en fait le message. C'est-à-dire que tu vois que Alita elle en chie, quoi. Enfin, alors elle s'appelle pas comme ça. Mais tu vois quoi, elle souffre, qu'elle est pas chez les bisounours, quoi. Et du coup, en fait, quand t'élimines cette partie-là, ça rend le film, ça change un peu l'enjeu quelque part, tu vois. Elle est moins livrée à elle-même que dans le. Voilà. Après, effectivement, il y a cette question, je comprends parfaitement que oui, on peut pas commencer à faire des adaptations de manga où on met des gens décapités partout, parce que sinon, aucun producteur va se risquer à faire ça, à part peut-être Netflix. Mais voilà. Mais du coup, ouais, c'est ce que je disais, ouais, sur possiblement la version longue. J'allais dire, on terminera peut-être là-dessus, sinon on pourrait faire un débat d'une heure de Alita Battle Angel. Tu voulais conclure. Et juste, moi, j'ajouterais, voilà, une petite note parce que je l'aime d'amour, mais le choix de Christophe Waltz comme Ido.
Franchement, meilleur casting ever. Il colle parfaitement et t'as envie, je peux être ton papa. Enfin, justement, tu vois, voilà, justement, c'est ça que je veux dire, c'est que d'une adaptation comme ça qui veut être, Christophe Waltz, il correspond bien parce que je pense, j'ai pas vu l'OAV, mais parce que c'est un bon acteur et que le mec, il sait quand même rentrer dans le rôle aussi, mais en même temps, c'est une tête d'affiche pour plein de gens. C'est-à-dire que Christophe Waltz est aussi la marque de l'hollywoodisme, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que, bah oui, quand t'as Christophe, parce que pour le coup, Aïlita, elle est pas du tout, Aïlita, je parle comme dans Code Lyoko. Oh non! Oh non, non, jamais, pas la musique! Après, tu l'as en tête des heures, quoi, faut arrêter. Non, Alita, pardon. Non, arrêtez, on va se faire striker par YouTube. Non, pour être sérieux, elle pour le coup était pas connue. Alors je pense qu'il y avait aussi, il fallait compenser ce truc-là. Tu vois, il fallait mettre quand même une tête d'affiche. Et moi j'allais juste dire, pour terminer, et après on peut passer à autre chose, mais c'était aussi de dire. Voilà, on a quand même maintenant, je crois, des adaptations qui essaient de comprendre ce que veulent faire le manga, de ce que veulent montrer le manga. Et c'est un peu, je pense qu'on peut le rapprocher de Ghost in the Shell, même si moi, alors je suis resté beaucoup plus en dehors du film. Justement, là je pense que le film a moins géré le côté, je m'adresse pas aussi à des gens qui me connaissent pas. Et moi, Ghost in the Shell, je l'ai vu en me disant... Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que je comprends rien. J'exagère, mais quand tu vois l'anime, tu comprends première lecture. Si t'es pas bien concentré, tu comprends rien non plus. Bon, alors, auquel cas, c'est une bonne adaptation, très bien. non, mais c'est vrai. Tu l'as vu aussi l'anime L'anime, j'ai dû le voir il y a très longtemps. J'ai dû le voir, mais ça doit être un de... Le deuxième, franchement, je l'ai vu un soir où j'étais fatigué, j'ai fini, j'ai fait bug de cerveau. Enfin, vraiment. En tout cas, il faut vraiment rester concentré devant. C'est excellent une fois que tu commences à te poser des questions, parce que ça aussi, c'est pas un film qui te donne la réponse. C'est un film qui te questionne, qui te fait réfléchir. Et je te laisse terminer sur. Non, j'allais juste te dire, ce que je voulais dire, c'est que même pour quelqu'un qui connaît pas l'œuvre d'origine, quand je vois Ghost in the Shell, je vois clairement que tous ces visuels, ils viennent de quelque part. Tu vois, le film est extrêmement esthétique et on sent que... Je l'ai pas vu, j'ai vu aucun OAV, j'ai pas lu le manga d'origine, mais je suis sûr que on pourrait faire coller plan par plan certains moments du film avec certains moments de l'OAV ou du manga, tu vois. Parce que je pense qu'on a des gens qui maintenant sont respectueux de ça. Maintenant, ça y est, on y reviendra, cette idée de bataille idéologique pour le manga, mais je pense que ça y est, d'une certaine façon, la bataille a été gagnée. Des producteurs ont compris que de toute façon maintenant des gens veulent voir ça, que des gens aiment le manga, donc ils vont laisser, je pense, plus de place à des gens qui veulent créer comme des choses comme Alita, comme Ghost in the Shell et tout ça. Je pense, j'espère. Après, comme je vous dis, je comprends que ça puisse être frustrant de pas avoir, par exemple, la violence dont on parlait, ou d'avoir peut-être manqué d'avoir encore plus le fond que voulait montrer le manga, mais je pense que les choses se font par étapes et que finalement c'est peut-être déjà une bonne chose ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Du coup, on passe. Tu voulais encore aborder des choses sur l'adaptation ? Je veux juste dire que on le voit bien qu'il faut qu'il y ait une certaine évolution de l'œuvre originale. On le voit très bien à travers en fait le cas de Disney. Quand tu adaptes plan par plan un film live entre guillemets, d'un dessin animé, comme ce qu'a fait Disney et ce qu'ils sont en train de faire avec tous leurs grands dessins animés, genre le Roi Lion, tout ça. Comme va faire l'autre con de Burton avec Dumbo. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais on voit bien que ça donne des coquilles creuses quelque part. C'est-à-dire que, oui, ok, vous avez transféré plan par plan. Ok, c'est très bien. Enfin, voilà. Bravo. Bravo. What else, quoi. Vous avez perdu des années de votre vie. Comme les remakes de films qui reprennent plan par plan. Ouais, comme c'est Psycho de Gus Van Sant. Je l'ai vu. Ouais. C'est pas désagréable à regarder. Non, mais pas du tout, non. Je l'ai, Psychose, moi, c'est bon, j'ai pas besoin de le revoir. Hein. Mais voilà, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, je vous propose d'enchaîner. Donc, en final, on a déjà fait la transition vers les adaptations de manga au ciné avec un exemple, deux exemples récents. On pourrait parler, mais c'est peut-être pas le moment encore, sur les adaptations ratées. Il y en a eu un paquet. Est-ce que ça vous dit, ou on passe à la suite, on essaye d'aborder d'autres débats? On peut peut-être continuer, on a déjà parlé. Ouais. On a parlé du pire, c'est bon, on le sait. Voilà. On va parler de Jinro. Ah ouais, attends, du pire. Laisse-le monologuer. Il a besoin d'un moment monologue dans chaque. Le film coréen Jinro est une catastrophe.
Ah, une catastrophe. C'est pas du mal de la Corée, ok. Non, je suis désolé, hein, j'ai essayé, mais c'est terrible. On a enlevé... C'est-à-dire que le film, l'anime d'origine, il est poétique, il est beau, il est vibrant quelque part, tu vois, il te touche. Les armes, c'est... Mais non, mais justement, c'est ça, c'est que le film là, il va garder les armes, mais il va pas garder la poésie. Donc, enfin, c'est-à-dire que même dans, mais non, mais même dans l'anime, l'histoire d'amour, elle est hyper feutrée, c'est-à-dire qu'elle est pas explicite quelque part, elle est très. Et là, en gros, ils ont juste fait une comédie romantique avec de l'action au milieu, quoi. Et franchement, enfin, voilà quoi, c'est désespérant. Tu as quelque chose à répondre, j'imagine? Je répondrai pas parce que j'ai essayé de le commencer et j'ai pas fini, donc voilà, moi aussi j'aimais beaucoup l'anime original qui était vraiment excellent, que je te conseille, Corentin, si tu l'as pas vu, qui est vraiment très très bien. Vous le film, c'est ça? Non. Et du coup, justement, c'était le point que je voulais aborder, enfin qu'on voulait aborder, le point suivant, justement, les adaptations Netflix. Alors c'est l'instant shame, comme à chaque débat, on parle de Netflix à chaque fois. Donc on vient de commencer avec Jinro. Est-ce que Jinro, c'est pas une adaptation Netflix en plus, c'est un vrai film coréen. oui, c'est pas une production Netflix? Mais si, c'est une production Netflix, non? Je crois pas. Je crois que c'est un film coréen. Et qu'il l'est sur Netflix, On pourrait vérifier, ils l'ont mis sur Mais Netflix. il me semble que c'est une production. Il est distribué en Corée dans les cinémas et que. D'accord. c'est pas Ah, une- il me semblait que c'était une production Netflix. Du coup, adaptation Netflix, on en parle. Est-ce que vous en avez vu? Peut-être pas. Alors, moi, laisse-moi chercher, mais. Death Note. Parlons de Death Note. Parlons de Death Note. Et d'ailleurs, j'ai vu la vidéo de MJ qui en parlait, en le défendant corps et âme. Je suis désolé, mais Ah ouais, j'ai vu cette vidéo. mais non. Enfin, je suis pas d'accord avec lui. C'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Jinro, mais il s'appelle un autre nom. Ils ont gardé Jinro, mais ils ont changé le. Attends, Ouais. ça c'est Pornhub. Attends, change. C'est parce que c'est Jinro, la brigade des loups, le normal, et là ils ont appelé ça Ilang. Voilà, c'est Ilang, parce que du coup, Ah, c'est si, quoi? Netflix, C'est. c'est marqué. C'était marqué. Ah oui, je te dis, c'est une production Netflix, hein. Netflix. Ouais, je vais regarder. Non, mais il y a marqué Netflix en gros et en rouge. La mauvaise foi. Non mais je vais vérifier. En tout cas, je me Il y a marqué Netflix en gros. Oui, et oui, oui. doute. Oui, non mais. me semble avoir lu que ouais, c'est peut-être une coproduction parce que si c'est comme par exemple pour certaines séries américaines où ils coproduisent avec une chaîne et aux États-Unis c'est diffusé sur une chaîne du câble et à l'étranger c'est diffusé sur Netflix. Si ça se trouve c'est comme ça parce qu'il me semble qu'il a été distribué dans les cinémas en Corée donc Bon, j'afficherai quelque chose à l'écran si jamais je prends le temps d'aller vérifier tout ça. Tu disais. Du coup, je disais les adaptations Netflix. Donc je disais, est-ce que vous en avez vu récemment parce qu'il y en a eu quelques-unes. Il y a eu des très bonnes choses, enfin pas vraiment des adaptations, mais des productions. Je pense à Devilman Crybaby. Je sais pas si tu l'as vu, Antonin. Non. Bon, une série d'animation qui est vraiment excellente et putain, ça donne espoir. Et justement, voilà, on va cracher un petit peu sur les adaptations. T'as vu Death Note, t'as vu Full Metal Alchemist. Ouais, bon voilà. Ouais, non mais voilà, on va en parler. Mais juste avant, si quelqu'un de chez Netflix nous regarde, désolé, on va dire du mal de ses œuvres. Mais par contre, merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur Internet sur le fait que c'est le hashtag Génération Anime ou je sais pas quoi, si vous avez en entendu parler. Oui. Voilà, où un certain nombre de personnes se disaient voilà, c'est nul cette génération qui a tout à portée de main. Nous avant, nous on cherchait Et en plus, on t'es pas pris au sérieux. et- ouais, nous on nous considérait comme des gros geeks, machin, tout ça. C'est vrai. Kassovitz c'est un peu comme ça. Il dit il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut pas mettre d'effets spéciaux. Il y a un peu ce côté-là chez Kassovitz. C'est un peu le même phénomène, non? Tu trouves pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, il y a on va pas aborder ce débat que je trouve assez futile. Enfin, chacun peut avoir ses arguments. Moi, je considère que c'est pas une mauvaise chose en soi d'avoir une facilité d'accès à l'animation japonaise. Au contraire, ça permet. Juste. Si tu comptes t'adresser au public, c'est la caméra qu'il faut regarder, pas la télé. Putain, c'est vrai que. En fait, j'aime me regarder. Tu es vraiment très stylé. Non, oui. Ouais, d'accord. Du coup, ouais, bon, on fera une petite pause.
pour ces conneries. Oui, il enlèverait, bien sûr. Oui, il enlèvera, oui. Oui. Du coup, voilà, on va passer sur ce débat-là. Adaptation Netflix. Adaptation Netflix. Et surtout, justement, je voulais aborder juste avant de dire du mal de ce que vous faites. Juste si quelqu'un nous regarde, merci de mettre autant. Vous êtes insupportable. Non, mais il dit des choses qui sont racistes. Tu n'as pas le droit, Antonin. Tu n'as pas le droit. Juste. Putain, attends, je suis en train d'avoir un message un peu. Le micro, de toute façon, on t'entend plus que nous. Hein, c'est vrai, mais je suis en train d'un peu d'avoir un message d'amour et de paix assez universel. Ouais. Tu l'écris comment? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais stop. Essayons d'avoir un débat intelligent. Tu vois ça? C'est mon air sérieux, je t'écoute. Non mais tu m'énerves. Bon, je voulais juste vous dire merci de mettre autant d'animations japonaises et autres sur Netflix. Vraiment, je trouve ça vraiment cool. Et aussi de produire. Putain, mais vous... Écoutez, laissez-moi parler. Non, franchement, merci parce que c'est super bien. Ça permet à beaucoup de gens, et voilà, moi je prends un peu parti, ça permet à beaucoup de gens de découvrir de l'animation japonaise. Voilà, vous aussi coproduisez, donc ça c'est cool. Vous avez fait de très belles choses comme Devilman Crybaby. Mais par contre, s'il vous plaît, quand vous faites du Death Note ou du Full Metal Alchemist, juste non. Enfin, on va y revenir, Antonin, mais vraiment, je trouve ça très dommage la façon dont ça a été, dont c'est sorti. Enfin, c'est deux mangas qui, je pense que les personnes qui les connaissent ou ne les connaissent pas sont tous les deux perdus et déçus. C'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple idéal typique d'une adaptation qui se plante complètement. En voulant, entre guillemets, faire plaisir aux fans et en même temps essayer de toucher un public méconnaisseur, et qui se vautre totalement avec vraiment des productions de piètre qualité. Si je peux, 2 secondes, je fais un aparté pour rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai la même chose. Alors moi, c'est pas une production de Netflix, mais c'est sur Netflix, mais tu vois que c'est lié parce que c'est un choix qu'ils ont fait. Netflix, quand tu choisis de mettre dans ton catalogue le Old Boy de Spike Lee au lieu du Old Boy de Park Chan-wook, va te va te parce que pour le coup, je les ai vus les deux, et celui de Spike, j'adore Spike Lee, hein. Mais là, mec, t'as merdé grave, et franchement, non, vous mettez celui de Park Chan-wook, et pour le coup, je suis légitime parce que j'ai lu le manga. Je l'ai lu. T'es en train de violer mon jeu de tout à l'heure parce que je suis désolé. Je vous l'avais mis dedans. Bah, mais de toute façon, Non, mais vous savez. Je connais le manga dans ma vie. On posera quand même la question, ça vous fera gagner un point, on pourra comptabiliser. À qui le dira le plus vite? Non, mais c'est pas au premier, c'est... Ah, mais si, non mais d'accord. Non mais en tout cas tout ça pour dire, non mais sérieusement voilà, je suis désolé, autant j'adore Spike Lee tout ça, mais c'est une adaptation ratée, et pour le coup celle de Park Chan-wook est 1000 fois supérieure, et le manga, j'ai lu le manga d'origine, c'est vrai qu'il est différent, ne serait-ce que... Pas lu que Dragon Ball Illumination. Non c'est vrai, j'avais oublié, je m'en suis rappelé maintenant. Je suis con hein, mais bon. Non je l'ai lu ce manga, ouais mais c'est un petit truc, c'est en 8 tomes, c'est 8 tomes je crois. Donc bref, j'avais juste envie de faire un truc là-dessus, mais on reprend sur les adaptations Netflix pure. Vas-y Antonin. Défoule-toi. C'est l'instant on se défoule. Non mais déjà il y a une première chose que je voudrais dire, c'est que la plupart des animes, ils ont entre guillemets des effets spéciaux que tu peux te permettre quand tu fais un anime ou un manga, parce que tu t'en fiches, tu t'as pas à les faire produire par ordinateur ou quoi. C'est ça. Le problème, c'est que quand tu les adaptes en film, du coup, t'as besoin de moyens quelque part. Oui, parce que là, on est sur l'adaptation film live. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et ce que tu vois dans Alita, c'est qu'ils ont fait il y a un travail des designers, des artistes qui ont fait les décors et tout ça, qui est quand même assez phénoménal. Et qui n'est possible que parce que c'est une super production hollywoodienne. Ce qui fait que déjà, de base, les adaptations Netflix, le problème c'est qu'elles n'ont pas ces moyens-là, je pense, clairement. Et que alors ça se ressent plus sur Full Metal Alchemist que sur Death Note.
mais ça fait cheap, quoi, déjà. Mais je pense qu'il y a la question ça. du budget. Faudrait les regarder. C'est ça, il y a la question À du part budget. Carpenter, personne ne sait gérer des petits budgets. J'arrive pas. Faut que je cite Carpenter dans ce débat. Ouais, j'arrête. Attends, Tout venant d'attendre le point Carpenter du débat, c'est fini. c'est pas qu'une question de budget. Moi, j'en sais rien, il faudrait les regarder, je sais pas. C'est pas qu'une question de budget. C'est pas parce que les effets font cheap et que enfin, tu peux faire un film avec des effets pas très jolis, mais qui tient la route et qui est intéressant à voir. Là, pour le coup, il y a rien à récupérer, il y a rien à en tirer. Je suis désolé. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netflix. Non, mais voilà, mais donc il y a cet aspect-là déjà. Ensuite, et pour moi, il y a un autre aspect qui est un peu lié aussi, c'est que tu peux pas te permettre de gérer des acteurs live comme tu gères des persos de manga. Je suis très expressif. Non, mais c'est ça, il y a ça, c'est-à-dire que le manga, l'anime, enfin, ça a des codes particuliers déjà, Exactement. qui ont que les expressions faciales vont être. Tu peux pas sortir un kawaii. Voilà, c'est ça. Voilà, qui ont ça. Il y a le fait qu'il court les bras en arrière, enfin bref, des choses comme ça, mais qui en fait font sens dans le. Dans ce médium, en fait. Là, on est sur une question de narration Et, mais c'est ça, et quand tu passes d'un médium à l'autre, on est d'accord que tu adaptes en fonction du médium, on est d'accord. Et donc, tu ne peux pas transpasser ça directement, sinon ça donne un aspect très irréaliste, très... Enfin, ça te sort, ça te nique ta suspension d'incrédulité, quelque part. C'est ça. C'est vraiment comme ça. Donc, il y a ça. Et il y a ça aussi. Et du coup, ces deux aspects-là font que tu commences le truc et t'as plus envie de te marrer que d'être pris dans l'histoire, en fait. Et même si t'as adoré l'anime ou le manga et que t'adores ça, enfin, là, ça te paraît tout de suite, enfin, ça te paraît irréel, en fait. Il y a un truc qui va pas. Juste 2 secondes, je reprends. Juste pour préciser, si jamais des gens ne le savent pas, quand il parle de suspension de l'incrédulité, c'est le fait que quand tu regardes Harry Potter, tu ne te dises pas, ben non, c'est pas possible, il n'y a pas de magie, ça n'existe pas la magie. Enfin voilà, c'est juste ça, la suspension, c'est d'accepter de rentrer dans un... Voilà, c'est un contrat que tu passes avec la personne qui te raconte l'histoire, et tu acceptes l'univers qu'on te dépeint comme probable ou réaliste dans son univers propre. Et du coup, mais effectivement, ce que tu dis est vachement important, parce que, et je repasse la parole à Quentin juste après, parce que par exemple, Dragon Ball, c'est con, mais je crois que ça se chie sur un détail, mais tout simple, on ne peut pas adapter ses cheveux en live, ça ne marche pas. J'ai vu plein de fanfictions. Non mais j'ai vu plein de fanfictions qui sont très honnêtes sur le fond, mais je suis là, mec, tes cheveux, la perruque va tomber. Arrête, c'est ridicule. Et la seule fanfiction qui s'en sort bien, c'est celle qui a abandonné cette idée de faire des personnages qui correspondent à ceux du manga. Et par contre, elle est super. Je vous propose d'avancer et notamment, alors peut-être qu'on peut passer rapidement aussi là-dessus, mais ça te tenait à cœur d'en parler, Antonin, sur le passage, l'adaptation d'un animé en manga. J'en ai déjà parlé un peu, mais c'est juste que j'ai un questionnement qui est important, c'est qu'à chaque fois que je vais dans ma librairie où je vais toujours pour acheter les mangas, parce que je suis un client très fidèle, et je vois qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a pas que des mangas qui sont adaptés en animé, il y a des animés qui sont adaptés en manga, c'est-à-dire qu'il y a des animés qui sont sortis directement en animé, c'est le médium d'origine, et ils sont adaptés en manga, et quand je vais dans la librairie, je vois ces piles de mangas et je me dis, mais pour qu'il y en ait des piles comme ça veut dire que ça doit se vendre. Mais je me dis, qui achète ça alors que... Qui sont ces gens? Non mais clairement, enfin, forcément c'est des gens qui ont vu l'animé, enfin, mais du coup, si vous avez vu, c'est exactement la même histoire, elle est transpassée. Enfin, pourquoi? Enfin, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup en fait, c'est-à-dire que tu passes d'un médium à l'autre, ça va, mais sur un médium plus difficile d'accès quelque part, enfin... Bon, du coup, c'est pas la peine d'aborder forcément ce sujet. Par contre, il y avait un thème qui, je pense, il y a des choses à apporter là-dessus. C'est sur le rapport que, on peut le dire dans les deux sens, le rapport que le Japon entretient avec l'Occident et que l'Occident entretient avec la culture japonaise, asiatique même, on peut voir au sens large, il n'y a pas que le Japon en Asie, et en particulier avec la France. Voilà, l'impact qu'a eu l'apport, la venue du manga en France, comment ça s'est opéré, quelles ont été les résistances, etc. Mais surtout, et c'est Antonin qui voulait proposer un exemple là-dessus,
sur les thèmes abordés dans les mangas japonais, qui sont vraiment d'une richesse. Enfin, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on aurait pu faire un jeu. Dis-moi un truc qui te tient à cœur. Je sais pas, t'es fan de ping-pong, il y a un manga pour toi. C'est comme la règle 34 de l'internet en fait. C'est comme la règle 34, mais c'est un manga. Voilà. Tout ce que tu peux penser, ça existe. Voilà, en manga. tout ce que C'est génial. Voilà, ça existe en manga. Tu cherches, il y a forcément. T'es fan de natation, il y a un manga pour toi. T'es fan de jeux d'argent, il y a un manga pour toi. C'est vraiment très très riche. Et il y a aussi un paquet d'œuvres qui s'intéressent aussi à la culture occidentale. Chose que nous, je vous mets au défi de comptabiliser le nombre d'œuvres occidentales qui parlent du Japon. Il y en a peut-être plus, mais il y en a peu. Je pense que, parce qu'on est en France, il faut bien garder à l'esprit que nous, on a l'impression que le manga, c'est quelque chose de très accessible et tout ça. Il y a un rapport particulier de la France à ça, par contre. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait regarder les statistiques, mais il me semble, si je me trompe pas, que les gens qui sont lecteurs de manga en France, c'est beaucoup plus important que dans les autres pays européens ou même aux États-Unis. Ah, mais justement, j'ai un truc là-dessus, si tu veux. Deuxième pays, donc c'est voilà, deuxième pays. il y a un rapport très particulier. Je sais pas si c'est parce que Jacques Chirac aimait les sumo ou quoi, mais il y a un rapport. Mais c'est vrai qu'il aimait les sumo. Je pensais jamais qu'on parlerait de Jacques Chirac dans cette émission. C'est Chirac vrai. 2022. Non mais. Non mais il y a un rapport particulier, je sais pas pourquoi exactement, ça doit être un sujet de recherche très intéressant de savoir, mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce rapport particulier, il fait que on a des artistes français qui écrivent du manga et qui sont plutôt doués en plus. Enfin, je pense à des, alors je sais plus comment elle s'appelle, Kali. Kali, c'est la fille qui a écrit Anano Bref. Alors c'est un shoujo, il me semble, qui est très très bien par ailleurs. Je vous invite à le lire, c'est très très bien. Même si c'est un shoujo, hein, c'est pas grave. De toute façon, voilà, j'aime pas mettre les gens dans des cases. Voilà. Mais voilà, donc ça veut dire ça d'un côté, et puis de l'autre, enfin, je sais pas, mais je trouve que les Japonais, enfin, et les auteurs de manga font des trucs, je disais tout à l'heure, de niche. Mais des choses, enfin, tu t'attendrais pas à les trouver. Et je pense particulièrement, par exemple, j'ai lu récemment quelque chose qui s'appelle Ad Astra, qui est un manga sur les guerres puniques. C'est-à-dire sur Hannibal qui débarque avec ses éléphants à Rome, et qui est un manga historique, c'est-à-dire que c'est comme la série Rome, enfin, avec beaucoup moins de sexe. Ils l'ont écrit pour toi, celui-là. Je ne sais pas, mais écoute. Envoyer des lettres. Voilà. Et pareil, on va trouver des trucs comme Bestiarius, qui est un truc où les Romains, enfin c'est une espèce d'heroic fantasy mais avec des Romains et avec voilà les légions qui combattent des monstres. Enfin et je sais pas si c'est parce qu'il y a une portée particulière de la culture occidentale en Asie qui vient peut-être du vieux fond colonial ou quelque chose comme ça, qui fait que la culture occidentale étant très répandue est quelque chose de référence, une inspiration de référence pour créer des œuvres, y compris au Japon, qui n'a jamais été une colonie pourtant. Ou si c'est parce qu'il y a un rapport particulier du Japon à l'Europe et à ce moment-là à l'Occident, ouais, où ça serait un peu mais par exemple, c'est pareil, on en parlait tout à l'heure, mais avant l'émission, hein, mais de toutes les références, par exemple, à des trucs allemands, genre les Jäger, le Panzerkunst, enfin, voilà, des dessins animés comme Girls and Panzer. Je veux dire, ça existe. Je veux dire. Voilà. Pourquoi ça existe. Le fait que dans des masses de dessins d'animés du genre mais jusqu'à Super Submarine 99 les soldats portent des Stahlhelm, du hentai avec des Panzerschreck. Non mais dans Jinro ils ont des MG42, enfin je veux dire il y a un truc quelque part et je sais pas, à mon avis c'est un objet de recherche intéressant. Alors, pour la question, je pense là tu parles beaucoup d'armes et d'équipements de la Wehrmacht en l'occurrence. Pour cette question, moi j'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu quelque chose esthétiquement, bah, c'est quand même pour le costume des SS, c'est quand même Hugo Boss derrière. On a quand même pas n'importe qui, donc tu vois peut-être que je veux dire ils ont vu une esthétique là-dedans. Honnêtement, j'en sais rien. Après, par contre, pour le rapport qu'il y a avec l'Occident, notamment la France, peut-être aussi que bah du coup ça fait des années maintenant que la France
a commencé à être une grande consommatrice de manga, et du coup elle s'est rendue même donc deuxième consommatrice quand même au monde, derrière le Japon lui-même. C'est quand même un énorme truc, et forcément que cette place-là de consommateur, enfin de consommatrice si on parle de la France, mais du coup nécessairement je pense que ça crée quelque chose au Japon lui-même. Le Japon se tourne peut-être plus du coup vers l'Occident, même si on sait que le Japon pendant longtemps a été un pays, comment dire, pas autarcique, mais vous voyez, voilà, isolationniste, on va dire ça comme ça, merci. Bah du coup, je pense que maintenant, ce genre de truc-là s'ouvre plus. Faut pas oublier que, c'est ce que je vous disais aussi un peu avant l'émission, que la France, dans les années 80-90, il y avait la peur bleue du Japon. Alors, moi, ma théorie... jaune, hein. Alors voilà, mais ma théorie, elle est très simple. Je pense qu'en réalité, comme beaucoup dans l'histoire, notamment économique, en fait, les frayeurs économiques qui viennent souvent des décideurs politiques se traduisent en fait en frayeurs ou sont instrumentalisés pour devenir des frayeurs culturelles. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on avait peur du Japon. Aujourd'hui, ça nous parle plus. Les jeunes qui sont nés... C'est les Chinois. Non mais c'est vrai, les jeunes qui sont nés en... Les Chinois, ils font très peu, enfin ils font des manois, mais Ils font des... des manois, c'est non, c'est manois avec un W, c'est coréen, et manois avec un, il faudra que je vérifie, NUH, quelque chose comme ça, c'est les mangas chinois. Non mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que tous les gamins nés après 2005, je pense par exemple, je crois qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, le sketch des inconnus, où le sketch consiste à ne citer que toutes les marques japonaises du moment qui font la vie quotidienne des Français. Ce sketch-là, je leur parle pas du tout, parce qu'aujourd'hui, je pense que dans votre mobilier, dans votre électroménager, dans tout ça, vous avez pas que des marques japonaises, c'est même plutôt minoritaire aujourd'hui. Mais à une époque, c'était le cas. Et à une époque, il y avait vraiment cette peur du Japon vu comme une espèce, alors ça faisait pas partie des fameux 4 dragons, mais une espèce de gigantesque dragon qui était en train de fondre sur l'Europe et notamment la France. Et je pense que, est-ce que ça a été instrumentalisé volontairement, je sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment eu cette frayeur-là, et du coup, on s'est mis à voir cet apport culturel à travers l'apport des mangas et tout ça, et du coup, ça a été le truc de l'instrumentaliser, de le diaboliser, ce truc-là, c'est le fameux coup de, on va pas forcément revenir dessus, mais voilà, le ras-le-bas des bébés zappeurs de Ségolène Royal. Bon, après voilà, je veux dire, quand tu prends évidemment des exemples comme Ségolène ou Zemmour, tu parles de demeurer, donc évidemment que tu viens avec des discours, enfin voilà, je veux dire, c'est pas très intéressant. Et encore, même Zemmour est plus malin parce que lui, il fait son fonds de commerce de ça. Voilà, lui, il fait son fonds de commerce de ça. Ségolène derrière, elle est vraiment malheureusement, elle est pas très finaude, ça c'est clair. Mais d'un côté, on a tellement pas accepté ce qui venait de l'étranger qu'on l'a travesti à mort. On en parlait un petit peu tout à l'heure, avant qu'encore une fois que l'émission commence. Nicky Larson, Hokuto no Ken et il y a eu quoi, même les Dragon Ball ont été déjà mal compris, on cru que parce que c'est dessin animé, ça va pour les enfants. Donc, comme on s'est rendu compte que c'était trop violent, du coup on a fait des traductions moisies pour essayer de contorsionner l'œuvre d'origine et essayer d'en faire un truc tout public, alors que c'est absurde. C'est comme essayer de montrer du Gaspard Noé à des collégiens. Enfin, c'est vraiment, moi, j'ai la comparaison facile ce soir, mais écoliers, parce que des collégiens ça passe. oui, à la limite, oui, pardon, mais bon, je veux dire, même moi. Regarde quoi dans les cours de récré, hein. Mais je veux dire, moi, du haut de mes 24 ans, je suis toujours choqué de vendre du Gaspard Noé. Je plaisante. Non, mais voilà, bref, et après, je vais pas passer une heure là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment comprendre quand même que le pays, on est parti au départ de cette peur-là, parce que tu demandais comment ça se fait que la France, du coup, il y a eu ça. Ça continue quelque part chez les vieux. Il y avait le cas d'Astérix, du Astérix Obélix, je crois que c'est le ciel nous tombe sur la tête ou quelque chose comme ça. Ouais. C'était un peu ça aussi. Exactement, c'était une espèce de pamphlet, mais complètement hors du temps, complètement ringard en fait, contre les mangas et tout, alors que c'était complètement passé de mode, etc. Mais c'est ça, c'est ce que je disais aussi à Quentin, c'est qu'en fait, je crois que la génération de ces critiques-là, en fait, ne sont plus écoutés par la génération qui lisent, mais aussi crée du manga aujourd'hui. Donc même les critiques de manga aujourd'hui, au final, les gens qui faisaient, c'est parce qu'à l'époque c'était une contre-culture en France. Et du coup, ceux qui lisaient ça et qui écoutaient ça, maintenant, c'est eux qui sont presque dominants. C'est bon, la bataille culturelle, et je te le passe dans une minute, la bataille culturelle a été gagnée. Je pense à ce niveau-là, il faut jamais croire que les choses sont gagnées, il faut continuer à l'étendre, bien sûr. Mais je pense qu'elle a été gagnée parce que, encore une fois, entre 90, le moment où on se méfie de tout, de l'économie japonaise, du manga, de leur culture et tout, on est passé de ça à un pays deuxième consommateur mondial de manga. Donc je pense que la bataille a été gagnée à ce niveau-là. Elle est gagnée à ce niveau-là, mais elle est pas non plus gagnée dans les faits. C'est ce qu'on aborde, voilà. Petit teasing, on se fait de la pub pour nous-mêmes. Hein. Le prochain épisode Ration de culture sortira notamment sur une analyse un peu plus de fond sur la question du manga. Et on en parle rapidement dans l'épisode. Il y a un sociologue qui a analysé ça, et lui il parle de schizophrénie culturelle.
C'est-à-dire que, selon lui, et c'est ce qu'on observe dans la pratique, le discours des médias de masse, que les masses populaires consomment, oui, c'est vrai qu'il faut que je regarde, ça ne sert à rien de regarder par là. Donc, je disais, les discours des médias de masse, qui sont consommés par les masses populaires, n'ont rien à voir avec les pratiques culturelles des masses populaires. Et il y a un décalage énorme. Et c'est totalement contradictoire avec le discours qui est produit et les pratiques qui sont réellement effectuées. Et le manga, ça s'y prête vraiment bien. Comme tu dis, c'est le deuxième pays après le Japon qui consomme le plus de mangas. Et pourtant, on continue à dire, pour moi, la bataille, elle n'est pas encore gagnée. Il y a toujours des élites culturelles autoproclamées qui considèrent que c'est une sous-culture. Pour moi, la bataille, elle n'est pas encore gagnée. Par contre, dans les faits, dans la pratique, la bataille est gagnée, comme tu dis. Ça y est, maintenant. Enfin, je sais pas comment ça se passe dans les cours de récré, mais je pense que c'est plus mal vu le collégien qui va lire des mangas à la récré, qui va aimer des animés. On va pas lui dire t'es un gros geek parce que tu consommes de la culture japonaise. Quelque part, c'est un peu une destinée comparable à celle du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est parce que il y a une pratique des masses qu'elles adoptent cette pratique culturelle-là, va en faire un succès commercial, et parce que c'est un succès commercial, ça va gagner de la légitimité, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut pas se mentir, le jeu vidéo, s'il gagne en légitimité, c'est aussi parce que commercialement ça marche et que c'est une industrie. Et je pense que ça fera pareil avec le manga. Et justement, en fait, ce que tu as raison de dire, mais c'est ce que je disais en fin de, et je terminerai là-dessus, ce que je disais en fin de mon propos, c'est de dire, effectivement, faut jamais croire que les batailles sont gagnées, il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a quitté, en fait, la phase que j'appellerais celle de l'obscurantisme, c'est-à-dire le moment où on rejette tout, c'est le mal, c'est machin. Regarde, à peine, avant même le jeu vidéo, quand le jeu de rôle est arrivé, quand Donjon Dragon est arrivé, il y avait les prédicateurs, là, mon dieu, c'est Satan. Et tu sais, à l'époque, on te disait, voilà, attends, mais on te disait, attends, mais je m'en souviens, on te disait à l'époque, c'est tout le temps l'argument. On te disait, les gens, ils sont trop pris au jeu, et maintenant, il y en a un parce qu'il pensait qu'il allait gagner la partie, machin, et il s'est suicidé. Tu te rappelles de ça? Voilà, où il a tué machin, suicidé ou tué, c'est l'un ou l'autre. Et après, on est passé aux jeux vidéo. Et puis on t'a dit quoi? On t'a dit, ah, il a tellement joué aux jeux vidéo qu'après, il s'est suicidé ou il a tué quelqu'un. Il a fait une fusillade dans une école. C'est ça, voilà. Alors souvent c'est en parallèle aussi avec le cinéma, en même temps quand Scream est sorti, après ils ont tué des gens. Bon bref, voilà. Quand après le manga est sorti, moi je me rappelle de ça, je me souviens de ça quand j'étais à l'école primaire, je jouais mes cartes Yu-Gi-Oh. Il y a l'autre, je vais pas l'insulter, une surveillante j'ai eu du mal, tu vois, qui est venu qui avait dit mais je joue avec mes, t'imagines un gamin, j'ai même pas 10 ans, je suis en train de jouer à mes cartes, dragon blanc aux yeux bleus comme ça, elle arrive, mais tu sais que il y a un gamin il y a pas longtemps il s'est suicidé parce qu'il jouait à Yu-Gi-Oh. Ah bon? Mais j'étais pas au courant, moi c'est horrible de dire ça à un gamin. J'ai réussi à invoquer Dragon Blanc aux yeux bleus, j'ai fait suffisamment de sacrifices pour arriver à l'invoquer. Mais c'était ça en plus l'histoire derrière, c'est que le truc de sacrifice, je sais pas quoi, bon apparemment ça a mis des idées dans la tête à certains, mais je suis sûr que c'est faux, Et donc du coup on m'avait raconté ça, mais chaque phénomène culturel que les pontes ne comprennent pas, ils le diabolisent et font peser la menace de la mort derrière, toujours. C'est l'ignorance, c'est vraiment l'ignorance, et c'est vraiment, on y revient dessus, c'est vraiment la peur de ce que l'on ne connaît pas. Et ça c'est terrible, et ça vaut pour énormément de sujets. Je pense qu'il y a, au-delà de l'ignorance, il y a un certain cynisme chez certains. C'est clair. Hein. C'est pas parce que c'est pas seulement à cause de l'ignorance, c'est aussi parce que c'est vendeur. Je veux dire que quand Zemmour il dit que les mangas c'est 2 mots de vocabulaire, etc. 3 mots de vocabulaire, pardon. Oui, c'est 3 quand même, parce qu'il est pas extrémiste non plus. Tu vois. Mais je veux dire, ou même que Ségolène Royal, tu vois, elle dit ce qu'elle a dit sur le manga et tout ça. Je veux dire, quelque part, il y a un fond électoraliste. Je veux dire, ma mère, si elle me disait que Dragon Ball c'était violent, c'était pas parce qu'elle voyait l'animé, c'est parce qu'elle l'avait entendu et parce qu'elle le pensait. Donc, et du coup, et en plus, elle vote des socialistes, du coup. Bon, bref. Ah, merde. non, mais voilà. Mais ce passage. Non, mais pas d'obscénité. Moi, j'ai dit des saloperies tout à l'heure. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que tous ceux qui diabolisent, entre guillemets, certaines sous-cultures ou quoi, soient ignorants.
Je pense qu'il y en a certains qui sont pas ignorants du tout et qui font ça juste par cynisme, parce que ça leur apporte ils ont un intérêt particulier à le faire. Et juste pour terminer là-dessus, j'imagine que tu veux passer peut-être à la partie, Voilà, juste pour l'instant, on est sur une partie un peu, on critique assez noire. On va peut-être alléger, mais vas-y, termine. Mais tu voulais peut-être passer au jeu, je sais pas si c'était ça. Ok, non, on va passer à cette phase-là, mais juste pour terminer, parce qu'il faut rendre justice à un truc que j'ai pas assez vu ou lu. Souvent on dit, je vais pas revenir là-dessus parce qu'effectivement ça a été vu plein de fois, je pourrais renvoyer vers des vidéos qui le disent, le fait que le Club Dorothée a importé l'animé en France, qui est quand même assez étonnant. On a eu des adaptations avant d'avoir l'œuvre d'origine. Faut quand même, le manga était pas édité avant Dorothée. Le premier manga édité c'est Ganmeu et Akira. C'est les tout premiers mangas édités en France. Et tu saurais dire l'année Je dirais à la fin des années 80, début 90. Hein. Donc c'est vraiment... Les films de Miyazaki sont arrivés. Les mangas édités, papier. Voilà, oui, moi je te parle des mangas à les papier. Les films de Miyazaki sont arrivés bien plus tard. Le Château dans le ciel qui est sorti, alors je saurais pas dire la date exacte. Je sais à quelle année il est sorti en 2003 en France. Et il datait des années 80, le Château dans le ciel. Non mais voilà, et du coup ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que souvent on rappelle ce truc là, que le Club Dorothée a importé ça en important les animés qui en fait leur coûtaient pas cher, parce que ce qui se passe c'est que, pour résumer le truc, je crois que c'est l'Ermite moderne, je renverrai un lien vers sa vidéo qui disait ça très bien, qui expliquait qu'en fait à cette époque là, au début des années 90, 20 000 francs ça permettait de produire une minute de dessin animé français ou européen, alors que pour 20 000 francs on achetait un épisode entier au Japon. Du coup, le choix il a été vite fait. Sauf que du coup, quand on dit ça, en fait, on a l'impression que le Club Dorothée était du coup une gros guillemets. Je dis ce que disait pas. Voilà, mais surtout qu'on disait avec des gros guillemets encore que c'était finalement une japonaiserie, tout ça, qu'on faisait ça. Mais en fait, c'est une énorme erreur. Ils ont fait le choix de l'animé par volonté de payer des choses peu chères, mais en réalité, le Club Dorothée s'est calqué sur les shows à l'américaine à l'époque. Donc en fait, la médiocrité, je suis désolé, elle vient pas, enfin évidemment je vous convainc pas vous, mais la médiocrité ne vient pas du contenu qu'il proposait. La médiocrité vient qu'il se calquait sur les shows américains. Qui étaient les premiers à importer les mangas? C'était les États-Unis qui avaient importé en premier. Qui ont d'abord fait venir Dragon Ball? Attends, mais même, je me souviens que Dragon Ball, ils l'ont fait venir avant la France, si je dis pas de bêtises, en animé. Et eux, ils avaient même eu le courage, j'ai envie de dire, de renommer Goku. Ils l'avaient appelé Zéro. Quoi? Non mais il l'avait appelé Zéro. Goku s'appelait Zéro au début aux États-Unis. Non, je te jure, tu pourras vérifier. Non mais ils avaient vraiment pété un cap sur l'adaptation, ils avaient complètement traduit. Donc en plus, ce qui se passait souvent, pour préciser, c'est que souvent les versions se traduisaient aux États-Unis, et comme nous on était mauvais en japonais, on traduisait les versions traduites. Donc en fait, quand on se retrouvait avec des animés avec les traductions boiteuses, c'est pas que parce qu'il y avait des producteurs qui les adoucissaient, c'est aussi parce qu'on avait une version traduite de traduction. Donc du coup, c'était vraiment complètement absurde. Et ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que le Club Dorothée a importé tout ça, mais du coup a à la fois permis la démocratisation de l'univers manga, mais en fait l'a fait de la pire façon. C'est-à-dire que lui a donné cet aspect stupide, niais, violent, enfin toute la caricature s'est accompagnée à la fois aussi de la visibilité qu'ils lui ont donnée. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Enfin voilà pour conclure sur cette partie-là. Bon, ce sera un petit peu abordé, mais de manière très synthétique je refais encore de la pub, dans le ration de culture sur les mangas. On va passer à un petit instant participatif. Donc je vais vous proposer un jeu. Je vous en ai déjà parlé. Bon, j'ai rien à vous offrir, hein. Je sais pas ce qu'on va gagner. Peut-être la bouteille de rhum que Antonin a perdu au dernier débat, puisque. J'adore ce moment où je te dis. Mais tu pars du principe quand on avait à perdre. Ah oui, bien sûr. T'as perdu. C'est vrai. Donc voilà, Je reconnais humblement ma défaite. Je dissous l'Assemblée nationale. Au revoir. Non, et j'amènerai une bouteille de rhum la prochaine fois, si c'est comme ça. Je suis maltraité ici. Ça va s'appeler des rhums et débats, ça va finir très mal cette histoire. Pourquoi on a commencé comme ça? Bon, alors, le jeu, je vous en ai déjà parlé. Il va s'agir, je vais vous citer un certain nombre d'œuvres. Et pour chaque œuvre que je vais vous citer, vous allez me dire si c'est une œuvre originale. Oui, il y en a une sur laquelle je suis chaud là. On l'a dit tout à l'heure. Je me la prends pas. Non mais c'est pas au premier qui on va dire un point gagné pour chaque bonne réponse. Peu importe si vous le dites en même temps. Non, globalement c'est simple. Il y a quelques petites
petits exemples pour vous mettre dans le bain, qui sont pas forcément, on n'est pas uniquement sur le manga. Donc voilà, le but c'est de dire est-ce que c'est une œuvre originale ou est-ce que c'est adapté d'un manga, d'un livre, d'une série, enfin peu importe, d'un autre médium. Alors on commence avec Jurassic Park. Jurassic Park, c'est une adaptation de. Il s'appelle. J'ai oublié le nom du mec qui l'a écrit, mais c'est pas un manga. D'accord, mais c'est adapté, c'est pas une œuvre originale. Ah, pas du tout. Aucun. En fait, le 2 a été. C'est pas Michael quelque chose. Je me suis pas noté les noms. Non, Jurassic Park a été adapté, ça c'est une évidence. Et le premier était adapté d'une œuvre avant, qui a été écrit comme ça, pas en dessiné, pas en vue d'être adapté. Le second, ils sont allés faire chier l'auteur d'origine. Ouais, on a envie de faire un Jurassic Park, tu nous ponds un truc. Le mec, il a écrit un truc à la va-vite, il a fait, voilà, voici mon livre, il en lu. Ah ouais, c'est génial. On va retenir 5 pages et après le reste, on fait ce qu'on veut. Enfin, le mec, il a écrit un bouquin entier, ils n'ont rien retenu quasiment du bouquin. Donc, oui, pour le coup, je sais que c'est pas, c'est pas manga. Non, mais si le but c'est d'offrir des points à Corentin, moi je peux y aller. 1-0, Non, mais parce que Jurassic Park c'est très orienté quand même. Comme, je veux dire, c'est pas moi qui les ai pensés 30 fois. Hein. Serais-tu Gilles Stella? Je suis pas. Oui, on est cousins, mais Gilles Stella. C'était donc ça. Du coup, second exemple. Bon, là, tu vas encore dire que c'est orienté pour Corentin. Laisse faire. La planète des singes. Œuvre originale ou adaptation? Adaptation, donc c'est d'un auteur français de science-fiction. Boule. Pierre Boulle. Et un point pour Antonin. J'avais pris la parole. Bon, c'est bien. Vous savez, voilà, il y a ce, comme on disait avant le début de l'émission, il y a énormément de films qui sont adaptés de bouquins et on pense. Pourquoi je regarde jamais au bon endroit. C'est pour ça que je porte des lunettes en fait. Bon, j'arrête de m'auto-flageller. Il y a énormément de films qui sont adaptés de bouquins sans qu'on sache. Pour autant, on se dit bon bah tiens, c'est voilà, je l'ai pas mis dans le jeu, mais Shining, ah ben oui, c'est une adaptation de bouquin. Exactement. Bam. Allez, Voilà. un point gratuit. Ensuite, Non, allez, ça deux, comptait pas. deux, si, Non, si, ça si, comptait si, pas. deux, Ça deux. comptait pas. Allez, 1,5 à 1. ça ne compte que pour un. On continue. Les imitations là, vraiment. Nuage magique. Allez, vas-y. Bon, on continue toujours dans les simples et après on va attaquer du plus compliqué. La guerre des mondes, adaptation ou œuvre originale? Joli. Non, mais facile, évidemment. C'est facile, mais les gens ne le savent pas. Les Français doivent savoir. D'ailleurs, le bouquin il est vieux en fait. Il est très bien. Il est très vieux et il se passe bien avant. Mais tu parles de quelle adaptation? Parce qu'il y en a eu deux. Et Il y a eu d'abord Tu n'auras pas un bonus centre. Courant pas. Ensuite, on commence dans le vif du sujet. Speed Racer. Adaptation ou œuvre originale? Adaptation. Et Speed Racer, réalisé par les sœurs Wachowski, qui est une adaptation, une des... Alors, ok, je connais pas le manga d'origine, mais de ce que j'ai pu en voir, apparemment une des plus fidèles qui existe aujourd'hui, quand même, en termes d'adaptation. Il me semble qu'a été... Moi, le film est un ovni complet, je sais pas si vous l'avez vu, enfin, je vous conseille. C'est un ovni complet, tout est fait sur fond vert, mais maîtrisé. Mais tu sais, les 3/4 des films aujourd'hui sont faits sur fond vert. Ouais, non, mais Tous les films non, SF sont celui-là, il y a vraiment une grosse différence qui est que, en fait, Ça a été fait sur même les décors extérieurs. les derniers, Ah. les nouveaux, la nouvelle trilogie. Alors, par contre, je t'avoue que je ne sais plus l'œuvre d'origine, mais je vais m'en rappeler parce que je peux me te dire à quel point je connais le film. C'est que le pilote donc de course, il a sur son casque un M et c'est le nom du protagoniste du manga qui s'appelle Mifune. J'ai pas lu le C'est Mifune et c'est même le nom Mifune, c'est celui qu'il donne au commandant qui est dans Matrix parce qu'il connaissait déjà l'œuvre d'origine avant. Je pense qu'on a un big point pour Corentin. Désolé. Ça me compte quand même. j'ai pas dit. Ensuite, putain, mais en fait, j'ai tout orienté pour toi. Je suis désolé. Antonin, ça va être ton heure de gloire juste après. Dégueulasse. Ouais, pardon. Cloud Atlas. Adaptation ou œuvre... Bien joué. J'ai oublié l'auteur. Voilà, c'est comme on était dans les Wachowski. Par contre, je peux juste dire un tout petit truc. Vas-y. Par rapport à ça, ça marche toujours. Tout petit détail, je suis absolument d'accord avec Mr. Fox sur ce film-là. Je trouve que le nom français est beaucoup plus joli. Cartographie des nuages. Je suis désolé, mais que s'appelle comme ça, oui. Oui, mais il s'appelle comme ça en français, mais il est pas. traduction du. Oui, voilà, mais cartographie des nuages, je trouve ça très beau. C'est littéralement Cloud Atlas. Hein. C'est la même chose, mais je trouve ça très beau en français. Bref.
Ensuite, attention, petit piège. Là, je donnerai un point bonus à celui qui trouve bien comme il faut. Age of Tomorrow. C'est une adaptation, mais Sur un manga. moi je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr que ce soit un manga. Je me demande si c'est pas non, j'allais dire un jeu vidéo, mais je suis pas sûr. Non. On est sur une adaptation. Ça je sais, j'ai entendu, mais Il y a un manga et il y a aussi un roman. Ah ouais, non, je l'aurais pas trouvé. C'est-à-dire que l'œuvre originale est un roman qui a été adapté en manga, qui a été adapté en film, adaptation hollywoodienne avec C'est un Tom bon Cruise, film, etc. Qui est plutôt bien. Mais Mm. c'est pas une production Netflix. Non. Non mais voilà. Bon, le point cadeau. On est à 4. Non mais il compte en plus. 4 à 2 du compte. Non mais tu feras des petits plus 1 au montage. Hein. Tu te feras chier. Hein. C'est ton boulot. Hein. Mais là je mettrai un gros fuck sur ton visage. Salaud. Non, pire encore, la tête de Ségolène Royal. Encore plus insultant. Je me retire du jeu. Pour l'instant même. Du coup, ça a été abordé tout à l'heure, mais je le dis quand même parce que je l'avais prévu. Old Boy. D'un manga. Alors par contre pour le coup, Laquelle l'adaptation du coup? Spike Lee ou Park Chan-wook. Bon, c'est l'adaptation de 2003 de Park Chan-wook. C'est ça. Ensuite, attention, petit piège, L'île aux chiens de Wes Anderson. Adaptation ou œuvre originale? C'est pas une adaptation. Original. Bien joué. Oh, double point là-haut. Non mais vous l'avez tous les deux. Ensuite, Battle Royale. Quoi, tous les deux d'ailleurs, il a dit après moi? Non, Non mais non. j'ai précisé les règles. J'ai précisé les règles avant le début du jeu. C'est pas le premier à Mais nous, répondre. on fait comme ça. Dissidence. T'as dit quoi? Battle Royale? Ça sert à quoi d'être un arbitre? Battle Royale, le film il est. Ah si, adaptation. Si, c'est une adaptation, je le sais. Attends, non. Oui, c'est une adaptation d'un livre sorti dans les années 90. C'est adaptation d'un manga. Ah, pardon. Allez, mais Oui. peut-être que ça vient d'un Il livre. me semble que c'est un roman à l'origine. Ah, c'est possible, mais je sais, en tout cas, je suis sûr qu'il y a le manga que j'ai lu et qui est excellent. Alors, même, je vais te dire un truc, même à tel point que je me dis, en parlant d'adaptation, comment on fait quand quelqu'un a mangé l'œuvre de quelqu'un, l'a vomi, puis l'a revomi et en a fait quelque chose? Parce que je veux dire, clairement, Hunger Games. Pardon, mais je veux dire, parce que Hunger Games, c'est donc l'adaptation d'un bouquin qui s'appelle Hunger Games. Mais ce bouquin, il sort après le film Battle Royale, lui-même qui est adapté d'une œuvre. Bon là on est clairement sur des personnes, on est sur Human Centipede. Non mais je suis désolé, la meuf qui écrit, ou le mec je sais plus qui écrit Hunger Games, tu peux pas me dire que t'as pas vu Battle Royale quelques années plus tôt, c'est pas possible. C'est pas possible, on est d'accord. Et je crois que le fossoyeur de film dit ça de façon très pertinente. Battle Royale, c'est Hunger Games, mais en mieux. Oui bah voilà, j'aurais dû dire ça. Il a plus le sens de la... Ouais, il le dit mieux avec sa belle barbe. Ça sera coupé. Surtout que, bon, je dirais. Ensuite... mais je suis con, je pose mon portable, tu vois les réponses. C'est pour ça, il y a de la triche. Non mais en vrai, vas-y, Non. pose-le, tu veux. Non mais... Comment t'arrives à voir un Bon, on va accélérer. Bon, j'ai bientôt terminé ma liste. Harakiri. C'est le film, le film, magazine. non, Harakiri, le film japonais qui date des années 60. Alors le réalisateur, je ne sais plus. Vous ne l'avez pas vu? Bon, On dit pas c'est tout. on dit seppuku. Et justement, à cause de ce film, les Français retiennent Harakiri, alors que la vraie expression c'est seppuku. Bon, c'était une œuvre originale. Les 7 samouraïs. C'est dégueulasse. Les 7 samouraïs. D'Akira Kurosawa. Œuvre originale. Oui. Bam. Paprika, film d'animation. Est-ce que vous l'avez vu? Bah, moi je l'ai vu pour le montage, du coup j'ai vu les séquences pour le montage. Je dirais œuvre originale. Bonne déduction. Non, mais c'est dégueulasse, pourquoi on parle pas des... C'est combien? C'est 49 Ronin? Voilà, merde. Non, si tu parles après des trois ninjas, je vais m'énerver quand même. On a dit qu'on Deux parlait pas. Non, on termine avec un petit côté Studio Ghibli. Le voyage de Chihiro, œuvre originale ou adaptation? Attention à ce que vous dites. Non. C'est dégueulasse. Oh, tiens, vas-y. Non, mais vas-y. Non, vous savez pas. Œuvre originale. Langosha, œuvre originale, exact. En plus, tu défonces le DVD, c'est pas moi. Alors, attention au DVD du maître. Souvenir de Marnie, je sais pas si vous l'avez vu, du studio Ghibli. Bon, une adaptation.
Le château dans le ciel, on en parlait tout à l'heure. Attention, là aussi, je vous le dis de suite, il y a un piège. Adaptation ou œuvre originale? Non, moi j'en sais rien. Sur cela, je sais pas du tout. Je pensais pas qu'en fait Miyazaki avait adapté des trucs. Je pensais que tout était des œuvres originales, mais. Originales, pardon. C'est une œuvre originale, mais fortement inspirée des voyages de Gulliver. Ah oui, d'accord. J'ai lu les voyages du Gulliver, je peux avoir un point. Non, mais je te donne 0,25. Je sais pas si on peut parler d'adaptation, vraiment d'inspiration. Voilà, la frontière est mince. Ça aurait pu être un débat. Non, par contre, S'inspirer d'une œuvre et en produire une autre. Est-ce que c'est une adaptation ou Tu aurais pu me demander mes voisins Yamada, ça je les ai vus. Oui. Adaptation. Et enfin, on termine avec Pogno sur la falaise, toujours du studio Ghibli. Pas vu. Bon, vous. J'ai jamais même entendu le nom. Ça, Bon. Et là, pour le coup, encore une fois, est-ce qu'on est sur une adaptation? On est carrément sur la transposition du conte d'Andersen de la petite sirène dans le contexte nippon. D'accord, non, je l'avais jamais entendu. Ça. Voilà, la Pogno sur la falaise, c'est une sorte de relecture de la petite sirène façon Miyazaki. Putain, mais t'es un caca, toi, tu connais rien. Voilà, donc on fera la totalité des points Je t'emmerde. à la fin. On fera le montage, non, mais il est gentil. Tu es nul! Je pense qu'il a gagné. Je pense que Quentin a gagné. On verra, mais non, mais on verra, j'essaierai d'être honnête. J'ai dit, j'essaierai. Bon voilà, c'était le petit jeu de fin. Je pense qu'on va terminer là-dessus, à moins que il y ait des. On est à combien? On est à 1h23, on s'était dit 1h30, je pense que. Ouais, on commence à y arriver. Je pense qu'on est bon, tu vois, quand il y a quelqu'un qui anime vraiment le débat et qui prépare, qui fait un travail en amont. Bien sûr. Il y a quelque chose de qualitatif. Je sais pas ce que vous en pensez, vous nous le direz dans les commentaires. Est-ce que c'est mieux quand c'est Quentin qui anime ou quand c'est Corentin? Oui, parce que. Quand c'est Antonin, hein, Quand c'est Antonin. Oui, voilà, parce que Corentin il ne fournit que le micro, la caméra, la télé, le studio, les éclairages, le montage. Oui, mais nous, on fournit la classe. Tu vois? Je crois que non, je vais arrêter. J'allais partir sur la classe américaine, mais bon, allez, hein, c'est bon. On va partir sur un grand détournement. C'est ça. C'est du. Pardon. Et de la vie. Du coup, je vous propose de conclure. Moi, j'ai un mot à dire pour la fin. Alors, je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Omae wa Shinderu. Non, allez, non, pour de vrai. Je sais pas si deux gens ont la référence. Non, sincèrement, je vais vous laisser le mot de la fin. Moi, je dis juste en deux mots, que c'était intéressant, effectivement, de se plonger sur un truc qui, pour moi, est un peu compliqué parce que j'ai vu quand même j'en ai oublié certainement, mais j'ai vu pas mal d'adaptations. Il y en a même certaines qui sont des films comme des références. Old Boy, en l'occurrence, c'est quand même je l'ai vu 2 fois et moi, il m'avait traumatisé. Je l'ai vu quand j'avais peut-être, je crois que c'est la Palme d'Or 2000, quelque chose comme ça, donc j'ai dû. En 2003. 2003 Ouais. Je croyais que c'était le remake qui était sorti en 2003. Non, non, c'est beaucoup plus tard. Oui, t'as raison, 2003. Et du coup, je crois que je l'ai vu pas loin après. Je me rappelle à l'époque où il y avait encore des vidéocassettes, des vidéos futures, pardon. Vidéos futures où tu louais donc tes cassettes ou tes DVD. Ma soeur l'avait loué et j'avais regardé ça. J'étais petit, quoi. Ouais, traumatisme total. Mais total, parce que tu comprends rien quand t'es petit. Et vraiment, moi, j'ai été traumatisé. C'est cru, quoi. Enfin... C'est ultra cru. Et pour l'anecdote, je me souviens que c'est quand j'étais déjà dans les études supérieures, en prépa, le soir, j'avais tendance à me coucher tard. Et à l'époque, j'avais encore la télé. Et sur Énergie 12, ils avaient passé Old Boy à 22h. Déjà, je suis désolé, mais rien que ça te montre bien que c'est le mépris. Le piment. Oui, non, mais le mépris du truc. Je vais regarder un film un peu interdit le soir. Ah oui, clairement, mais à cet âge-là, j'avais déjà plus de 18 ans. Enfin, tu vois, donc j'étais en prépa, donc si tu veux, il y avait plus ce truc-là. Oui, il était en prépa, il n'y avait plus aucun interdit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Et je me suis dit, j'ai lancé le film, je savais pas ce que c'était. Je me rappelle plus du film qu'avait loué ma soeur. Donc quand le film a commencé, j'étais là. Et tu sais, être saisi être saisi par quelque chose de nouveau et d'avoir des images, alors pas proustiennes parce que c'est pas un bon souvenir, mais tu vois, être saisi par quelque chose, je me dis, j'ai déjà vécu ce cauchemar comme ça. Et je l'ai vu, et je me suis dit, ok, laisse retomber. J'ai laissé retomber genre 2 ans, et je les regarde à nouveau, et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Bref, et du coup, c'est vrai que ça me faisait plaisir d'aborder ce truc-là que je maîtrise pas forcément, mais qui est toujours très intéressant, dont je pense qu'effectivement, si je disais que peut-être la bataille était gagnée, je sous-estime peut-être le côté que on n'a pas encore vu toute la richesse qui se cache au sein de cette culture-là, je pense. Et voilà, encore une fois, je te laisserai la parole après, Antonin, parce que je sais que tu as commence à le préparer, des magnifiques phrases de conclusion. Vas-y, je te refile le bébé. Non, oui, effectivement, comme tu disais, la culture manga, c'est vraiment d'une richesse phénoménale et
et quelle que soit la porte d'entrée, que ce soit par le jeu vidéo, par l'animé, par le manga, par le cinéma, peu importe, par le voyage aussi, la culture manga, c'est vraiment quelque chose de très très riche. Il y en a pour tous les goûts, et c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que, quelle que soit la personne avec qui tu parles, il y a moins ce côté-là élitiste que dans d'autres domaines. On va pas te dire, si t'as pas lu tel truc, t'es pas un vrai lecteur. Mais le problème, c'est que ça commence. Et Justement, tu vois, génération, donc faut faire attention à ça. Ouais, voilà. Faire attention à ça. Chacun aime et consomme et se projette dans n'importe quel type de culture. Et faut que ça reste ce côté-là. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, et laissez-nous aimer la culture. Laissez-nous être des otaku, c'est ça? Oui, des gros otaku boutonneux. Tu comprends? Oui. Oui, donc, c'est-à-dire que moi, à la base, je me suis intéressé au Japon, au manga, parce que je suis démographe de formation, et je travaillais sur la transmission du patrimoine dans les structures familiales à travers le monde, et la famille nucléaire japonaise m'intéressait, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, quel est le révélateur, quelque part, le catalyseur des structures familiales au Japon? Et ben, c'était le manga. Et donc, à partir de là, voilà, je vous demande de vous abonner, tout simplement, à la chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Mediapart. Encore! Mais encore! Mais non! Non, voilà. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, voilà, partagez la vidéo surtout. Partagez la vidéo, c'est très important de partager la vidéo. On ne dit jamais assez la valeur dans ce monde que peut prendre un partage. Parce que la vie, c'est un partage. C'est quelque part, quel est l'intérêt de la vie si ce n'est partager avec vos amis ce que vous avez aimé, partager ce qui vous a fait avancer vous dans la vie. Voilà, donc partagez la vidéo, offrez-la au monde finalement, offrez votre force au monde, c'est ça maximiser les possibles, c'est ça avancer vers le progrès, quelque part c'est partager cette vidéo, voilà, partagez cette vidéo, mettez un pouce bleu.